Ça faisait longtemps, un petit trigger warning, parce que comme le nom du film l'indique, cet épisode va pas mal parler de suicide. Du coup, si c'est pas ok pour toi d'en entendre parler, n'hésite pas à aller écouter un autre épisode. Il y en a plein qui sont sur des sujets un peu plus joyeux ou qui te correspondront peut-être plus. Et pour les autres, bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Féministe Cherche Podcast Cinéma. Aujourd'hui, je suis avec Lou. Coucou. Cam. Hello. Et c'est Jude qui vous parle et on va entamer un nouveau cycle qui s'appelle les sorories. Qu'est-ce qu'une sororie ? Nous allons voir ça après. Et aujourd'hui, on va surtout vous parler de Virgin Suicides de Sofia Coppola. Alors, une sororie, du coup, c'est une fratrie composée uniquement de filles, tout simplement. Ah, du podcast, super, merci. On se retrouve au prochain épisode. C'était très facile. Alors, ce qui est intéressant dans la sororie, c'est que y a de nombreuses références culturelles qui sont associées. Et vraiment, j'ai pris 5 minutes pour retrouver tout ce qui me passait par la tête. Et il y en a vraiment énormément. En littérature, on en retrouve évidemment chez Balzac avec le Père Goriot, chez Louisa May Alcott avec Les 4 filles du Docteur March, chez Jane Austen évidemment avec Orgueil et Préjugés, chez Jean Genet avec Les Bonnes, mais aussi dans Cendrillon par exemple, qui est un exemple dans tous les contes. Dans tous les contes. Au cinéma, on en retrouve pléthore. Il y a Fleabag évidemment de Phoebe Waller-Bridge, Les Demoiselles de Rochefort, Deux sœurs pour un roi de Justine Chadwick, 8 femmes de François Ozon, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des références culturelles qui émanent simplement de la vie des stars, de la vie populaire. On pense aux sœurs Olsen, aux sœurs Knowles, donc Beyoncé et Solange, Dakota et Fanning, Kate et Pippa Middleton, Venus et Serena Williams, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces exemples, on les conçoit soit comme marqués par une rivalité, soit comme marqués par une alliance. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que les sorories, elles inondent nos imaginaires, elles inondent nos vies, mais jusqu'à très récemment, elles n'avaient pas de nom, et pourtant, elles étaient remplies de stéréotypes. Du coup, c'est... Enfin, je trouve ça vraiment incroyable que ça fasse si peu de temps qu'on ait décidé de mettre un mot sur ce que c'était qu'une sororie. Mais je sais même pas si dans le dictionnaire. Je pense pas que ce soit dans le dictionnaire. Ouais, c'est ça. C'est, en fait, ça a été complètement invisibilisé, où il n'y a que le mot fratrie en fait, qui existe. On dit aussi Adelphi, j'ai découvert ça, pour les familles où il y a des enfants de genres différents. Okay. En fait, pour pas nommer le genre des enfants, on peut dire Adelphi. Très bien. Okay. Donc le terme nous vient de l'historien Didier Lett pour son ouvrage Histoire des frères et sœurs sorti en 2004. Et il a clairement dit dans une interview, je comprends pas pourquoi j'aurais dû appeler une fratrie de filles autre chose qu'une sororie. Je t'en mode let's go Didier. Les réflexions sur les sorories, elles sont de plus en plus nombreuses. C'est un mot qui quand même si c'est pas dans le dictionnaire, commence à traverser un peu le vocabulaire. Et qui a été récemment marqué par l'ouvrage Le Château de mes sœurs des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines de Blanche Léridon, que Jude a lu. Mais justement, moi je me disais que le terme sororie, j'en avais jamais entendu parler avant de lire ce bouquin, où c'était il y a 6 mois, donc c'était pas non plus un truc qui était hyper présent dans ma vie. Et c'est vrai que ce livre, pour moi les deux idées intéressantes qui en ressortent, déjà le terme sororie, où du coup ça apprend un nouveau terme pour désigner un groupe de femmes qui ont des liens de parenté, ce qui pour moi dans mon imaginaire n'existait pas avant la lecture de cet ouvrage. Et en deux, c'est comment en fait est-ce que le nombre effraie, c'est-à-dire comment est-ce que les sœurs sont considérées comme une menace et peuvent être dangereuses par leur connivence. Dans ce bouquin, du coup, Blanche Léridon, elle fait plusieurs chapitres thématiques avec justement ce que disait Lou autour de la rivalité, des sorcières, il y a aussi les sœurs qui sont invisibilisées, une sœur qui en invisibilise une autre, les tensions autour de même objectifs artistiques ou sportifs par exemple aussi. Mais où c'est vrai que l'idée principale qui m'a marquée, c'est le fait que une sororie est dangereuse.
Avant d'entamer le sujet, on va présenter la réalisatrice. Donc Sofia Coppola, c'est une réalisatrice américaine. Elle est née le 14 mai 71 à New York. Son nom ne vous est pas étranger puisque c'est la fille de Francis Ford Coppola, qui est quand même un mastodonte du cinéma actuel. C'est un peu le Nepo Baby de base, je trouve, Ouais. Sofia Coppola. Exactement. Mais pour moi, c'est la seule qui sauve les Nepo Babies. Ah ouais C'est la seule, ouais. C'est l'une c'est la des seule. seules. Mais c'est vrai que dès que tu commences à un petit peu creuser, tu te rends compte qu'ils sont tous connectés par un moyen ou un autre, que ce soit Ouais. des cousins ou des... Nicolas Cage pour continuer. Exactement. Anthony Coppola. Ouais, putain. Ouais. Bah, Du coup, et Gia, du coup, c'est le cousin de Sofia Coppola et le neveu de Francis Ford Coppola. et Gia, qui est la petite fille Ah de bah oui. Francis Ford Coppola. Je pense que dans l'esprit collectif, c'est la première ou peut-être la seule qui se démarque autant, même s'il y en a certainement d'autres. Et elle a été, je pense, pour beaucoup d'entre nous, une référence en termes de cinéma et en tant que femme réalisatrice, quoi. Je pense que quand on pense à une femme réalisatrice d'envergure, on se dit tout de suite Oui, c'est la Sofia première Coppola, qui quoi. vient, Ouais. Elle a commencé devant la caméra en étant actrice dans un film qui était Le Parrain 3. Ah oui, mais c'est ça. Mais en Ouais. fait, elle a joué pour son père. Oui. Oui. Mais après, elle a réalisé direct. Et après, en fait, sa carrière d'actrice n'a pas décollé et c'est là où elle s'est tournée en disant si j'essayais de l'autre côté de la caméra, ça marcherait mieux. Et effectivement, elle a très bien fait avec un premier film qui était donc Virgin Suicide, dont on parle aujourd'hui. Mais avant son premier court-métrage qui s'appelle League the Stars. Moi, je suis une énorme fan de Ah, Sofia vas-y, Coppola. vas-y. Lou adore Sofia Oui, Coppola. vas-y. Et League the Stars, c'est son premier court-métrage. En fait, tu sens à quel point ça a influencé ensuite Virgin Suicide. En 15 minutes, elle te dépeint le lycée américain. Elle est aussi personnage principal de son court-métrage. Et c'est hyper rock. En 3 minutes, t'es dans l'ambiance du film et c'est une masterclass. Et elle a fait ça quand elle avait genre 17 ans. Pour moi, c'est absolument exceptionnel. Elle avait peut-être une vocation innée quoi, pour la réalisation. Et d'ailleurs, elle le prouve à chaque fois qu'elle fait un film. C'est toujours un fort succès. Elle place les héroïnes au centre de ses récits. Elle aborde des thématiques souvent complexes comme la quête d'identité, la volonté de liberté, de reconnaissance. Elle dépeint les femmes comme des sujets d'études complexes, leur redonnant vraiment la place qu'elles méritent plus souvent dans les films où souvent on les dépeint comme soit des créatures émotionnelles, soit un peu frivoles. Dans les films de Coppola, c'est vraiment différent. Que dire d'autre elle vit à New York, elle est mère de 2 filles. Et aujourd'hui, effectivement, on le redit pour clore ce passage, mais c'est l'une des réalisatrices emblématiques de notre génération actuelle. Mais elle a jamais gagné une palme d'or, voilà. Je voulais dire parce que frustration Sur le plateau. sur le plateau. mais je voulais le dire parce que vraiment pour moi Virgin Suicide, c'est vraiment une palme d'or. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est genre un des films que je préfère Je crois au que je vais être monde. un peu moins enthousiaste. Oui, je pense. En fait, pour vous dire, la disposition actuelle, c'est je suis assise face à Lou et Cam, qui sont d'énormes fans de Sofia Coppola. Et moi, je crois que je suis un peu plus mitigée. Donc, du coup, j'ai l'impression Aïe, aïe, aïe. qu'elles vont me bondir dessus. Oh my god. Je voudrais juste en parler parce que du coup, j'ai fait ma petite recherche. Mhm. Donc, ce film, il est sorti en 1999. Tout à fait. C'est son premier long métrage. Tout à fait. Et donc, j'ai regardé qui était en compétition à Cannes en 1999 pour la Palme d'Or. Que des hommes. Que des bah oui. hommes. Ah non, mais le Lone Drive, c'est 2001. Oui, non. C'est Rosetta qui a gagné. Ah, c'est Rosetta Rosetta. des frères Dardenne. Rosetta, il est chouette. Non mais d'accord, mais que des hommes en compétition. Ah je veux oui, dire, pardon, le film... J'avais oublié le fait qu'on dénonçait le principe même du podcast, en fait. Voilà. Tout simplement, hein. Ne vous en faites pas pour Tout moi. simplement. Et donc, Je vais faire une sieste. Clairement. Visiblement. non mais et donc, ce qui est fou, c'est que, enfin, déjà pour moi, c'est une immense erreur de pas l'avoir pris en compétition. C'est même une immense erreur de pas lui avoir donné la Palme Oui. d'Or. Mais genre que en plus, à cette époque-là, il y a eu que des réalisateurs en compétition en 99 pour la Palme d'Or. C'est absolument lunaire. Lunaire. Elle a simplement été nommée à la Caméra d'Or Ouais, pour voilà. le film, quoi. Du coup, on va passer à la filmographie de Sofia Coppola. Donc, elle a commencé en 1999 par Virgin Suicide, donc le film dont on va parler aujourd'hui. Lost in Translation en 2003, qui je pense est son film pour moi le plus connu. Donc, Lost in Translation, relation amour-haine bizarre, mais j'adore ce film malgré tout. Mais de l'autre côté de la table, on est des fans absolus. Voilà, Clairement. ouais, mais film, regardez-le, franchement regardez-le, avec une BO exceptionnelle, BO à tomber par terre. Tous les De toute façon, sons sont... toutes les BO de Sofia Coppola oui, sont toutes, je pense qu'on exceptionnelles. peut se le dire, C'est l'esthétique vrai. et les BO de Sofia Coppola sont toutes divines. Hein, C'est donc, vrai. Ensuite, 2006, Marie-Antoinette, que je n'ai pas vu. Je l'adore, moi, ce film.
Incroyable, allez le voir. Je peux pas dire plus, allez le voir. C'est une expérience de vie en fait. Marie-Antoinette te transforme. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des New Order dans Ouais. la BO, Oui. mais je n'en sais Et pas des plus. Converse. Et des Et Converse. des Tout à Converse, fait. il y a des très beaux plans, ça donne envie de te plonger dans le Versailles de Marie-Antoinette. Elle a l'air hyper humaine finalement, hyper relatable. Et c'est juste, c'est cool. Enfin, vraiment, c'est vraiment un très bon film, moi, je trouve. Ok, bon bah allez le voir également. Ensuite, 2010, Somewhere. Ça, je l'ai pas vu non plus. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié, c'est qui m'a pas marqué. Vraiment, ouais. C'est pas une très bonne nouvelle. Bon Non. bah n'allez pas forcément le voir du coup. Ensuite 2013, The Bling Ring que je n'ai pas vu C'est non non, plus. c'est non. C'était Ah, de c'est une la catastrophe. C'est non, Ouais. c'est vraiment pas bien. C'était de la Ok. merde. Bah, c'était inspiré de faits réels, en fait. C'était la clique d'adolescents qui rentraient dans les maisons de Ah oui, de LA, luxe, là, pour oui. voler des riches. Et du coup, ouais, j'ai trouvé qu'elle expérimentait quelque chose de nouveau en prenant une histoire inspirée de faits réels, mais que ça ne marchait pas. Pourtant, avec un cast assez stylé, Emma Ouais, Watson Emma et tout. Watson, ouais, Mais bon. c'était naze. Franchement, moi, c'était un film Netflix aujourd'hui, je pense. Ah ouais. Ouais, je suis d'accord. Oh waouh. Ouais, Ça me rend curieuse un petit peu quand même. Tu peux le regarder, c'est un film du dimanche, tu vois, Ouais. mais c'est pas un film que tu vas te dire, c'est Sofia Coppola, quoi. tu vois. Ensuite, il n'en reste plus que 3. On va Allez, essayer d'accélérer le un mouvement. petit peu. 2017, Les Proies, donc Pas film vu. avec Nicole Kidman. Moi, je l'ai vu celui-là. Ah, Pareil, un peu oubliable. Enfin, vraiment Ok. pas. Voilà. Ouais, elle a eu une mauvaise passe dans sa carrière, quoi. Là, Une ça grosse fait, mauvaise ça passe, fait 20 ans de mauvaise passe. Ouais, Si on s'écoute, Ouais. je sais pas si on va passer de mauvaise ouais, passe. ouais. Mais donc, du coup, après 2020, On the Rocks, je ne vois même pas ce que c'est pour Ouais, être je l'ai franche. pas Pas vu vu. non plus. Et ensuite, 2023, Priscilla. Donc, Moi, j'ai vraiment le bien biopic. aimé. Moi, j'ai vraiment bien aimé Priscilla. Ok. J'ai trouvé qu'elle revenait à ces thématiques, enfin qu'on pourra développer aussi dans Virgin Suicide, mais vraiment la question de l'enfermement, Ah la non, question de la solitude. Enfin, ça, pour moi, ces thématiques-là, c'est que ça, sa filmographie. Enfin, Oui, mais c'est ça. c'est là où elle C'est est genre- très bonne. Mais oui, mais pour moi, elle s'est vraiment un peu perdue au milieu, genre tous ces Oui. trucs The Bling Ring et tout. Oui, Enfin, mais enfin, bah, je pense que c'est pour ça que moi, c'est pas une réalisatrice où je suis genre hyper attachée à elle. C'est pour moi, c'est la filmographie de l'ennui bourgeois sous C'est ce genre- qu'elle aime filmer d'ailleurs, elle aime filmer l'ennui. Hein. L'ennui bourgeois. non, je suis pas d'accord. Ok. Parce que pour moi, c'est vraiment pas que l'ennui bourgeois, parce qu'il y a vraiment une dénonciation perpétuelle de genre la condition des femmes là-dedans. Oui. Mais moi, ce que je reproche à Sofia Coppola, si je dois reprocher quelque chose, c'est peut-être filmer l'ennui bourgeois ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, l'ennui, elle sait très bien le filmer et elle sait véhiculer plein d'émotions autour de ça. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'elle ne sait pas filmer la diversité. Ah, bah En oui. fait, Bah c'est non, mais toujours aussi, bien un sûr. seul et même public, et Oui. c'est là où peut-être que je rejoins l'idéal bourgeois qu'elle Ouais. filme, c'est en fait, effectivement, on ne voit jamais des personnages issus des minorités, de situations précaires, avec des galères particulières. Là, c'est vraiment toujours un peu, même quand elle fait Marie-Antoinette, c'est l'ennui de Marie-Antoinette où elle l'humanise, où en fait elle est incomprise, elle est très dense en termes de personnalité et de palette émotionnelle, et sur ça elle lui donne une richesse qui est inestimable à mes yeux. Mais pour les autres personnages qu'elle filme, il n'y a jamais de diversité dans ses castings, et moi je me suis déjà Oui, quand même ça, c'est posé vrai. la question de me dire mais pourquoi une meuf comme elle qui met tellement les femmes en avant ne met en avant qu'une certaine catégorie de femmes. Parce Et que sur elle ça, j'ai jamais trouvé la réponse à ma question. Parce qu'elle se met en avant, elle. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très narcissique, en fait, dans sa filmographie et dans son art, de justement... Enfin, on est sur de la psychologie de comptoir à 100%. Mais un truc de cette fille, justement, enfin, Nepo Baby, d'une famille du cinéma qui a, j'imagine, grandi très seule et qui devait être très isolée et qui devait avoir énormément d'argent autour d'elle et qui savait plus quoi en foutre, quoi. Et où juste, enfin, pour moi, en fait, dans chacun des personnages, en tout cas que j'ai vu, donc des 3 films que j'ai vus d'elle, je retrouve une forme d'ennui parce que tout est là, quoi. Par exemple, dans Lost in Translation, t'as le côté où c'est des personnes qui sont, c'est ça, dans des espèces d'hôtels de luxe à Tokyo, à l'autre bout de leur monde, qui pourraient passer leur vie à visiter cette ville exceptionnelle et où en fait on les voit que dans des lieux un peu clos où ils errent un peu comme des âmes en peine. Après, je te rejoins sur le fait que je suis d'accord que ça manque, ces castes, il manque de diversité. Oui. Mais elle a vraiment eu à cœur, bon, mais parce que moi je l'aime trop cette meuf, mais même si je rejoins Aussi. ce que tu dis, mais genre vraiment de travailler sur l'invisibilisation de ces femmes et de remettre de la complexité dans les caractères féminins, et oui. genre pour ça, on ne peut que la féliciter. Genre, C'est complètement. Priscilla, c'est vraiment une femme invisibilisée complètement parce que son mari c'était Elvis Presley, et donc genre, enfin personne n'a
envisagé de faire un film sur elle parce que finalement elle apparaissait pas comme une personne intéressante. Pareil pour Marie-Antoinette, etc., etc. Genre je trouve que c'est des figures qui sont hyper intéressantes à mettre en avant, même si je suis d'accord que ça manque de diversité. Ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est juste que tu vois, là, il y a un prochain film de Sofia Coppola qui est en cours, qui reprend Kirsten Dunst en actrice principale. On ne sait même pas si il y aura à la fois un casting un peu plus diversifié et si ce sera pas un autre thème qui va reprendre les thématiques habituelles. Et moi, je l'adore, hein. J'adore voir ces thématiques de mélancolie, d'ennui, d'introspection, de quête de liberté. Je trouve qu'elle est très bonne là-dedans et quand elle essaye de faire autre chose, elle l'est moins. Donc autant qu'elle fasse quelque chose qui parle aux gens et qui soit le prime de son talent, quoi. Mais j'aimerais bien me dire, est-ce qu'en 2026, on va pouvoir avoir un casting différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, une histoire un peu différente? Est-ce qu'aujourd'hui, sur un thème différent, elle serait aussi bonne? Et c'est peut-être là qu'est tout le challenge pour ce nouveau film, tu vois, c'est de revenir avec quelque chose qui peut-être un peu plus dans l'air du temps et qui à la fois mêle ses forces, mais qui la fasse explorer aussi quelque chose de plus frais, de plus moderne, de plus qui reflète un peu plus la société actuelle, quoi. Donc quand j'ai cherché les influences de Sofia Coppola pour Virgin Suicides, c'était tout simplement un roman éponyme de quelqu'un d'un auteur qui s'appelle Jeffrey Eugénide, je sais pas comment se prononce son nom de famille. Donc du coup elle avait lu son roman qui est sorti en 93 et elle a adoré l'histoire et elle a voulu l'adapter en long métrage, quoi. Et sinon, en termes d'esthétique, elle a dit s'être beaucoup inspirée des magazines des années 70. Parce Tu que m'étonnes. Virgin Suicide se passe dans les années 70. Et aussi, t'as tout le côté où, comme c'est un récit qui est raconté du point de vue de jeunes garçons des années 70 qui observent et fantasment les protagonistes, du coup, elle s'est inspirée de visuels de magazines de mode de l'époque dans lesquels les jeunes filles étaient extrêmement sexualisées afin de dénoncer in fine le regard masculin qui est porté. Et il y a du coup Alice Creusot qui est la créatrice d'un autre podcast sur le cinéma au féminin qui s'appelle Cinéra Meuf, qui a dit à ce propos, elle se réapproprie des images qui étaient à la base issues d'un milieu extrêmement misogyne, limite pédocriminel, avec entre parenthèses David Hamilton qui était un photographe de renom dans les années 70 et qui en fait a violé des femmes à la pelle et a aussi photographié du coup des filles mineures en les sexualisant énormément. Ou on peut penser à Lolita de Stanley Kubrick qui, à l'encontre du roman de Nabokov qui vise à dénoncer un pédocriminel, en fait, dépeint la jeune fille comme une dragueuse, quoi, une allumeuse. Une allumeuse, vraiment une Exactement. allumeuse, voilà, malgré le fait qu'elle ait genre 12 ans. Oui, voilà. Yes. Donc du coup, elle s'est un peu inspirée de cette ambiance-là, on verra pourquoi très nettement après. Aussi, en termes d'influence, il y a beaucoup la photographie. Moi, j'ai vu qu'elle avait été photographe de mode avant de devenir réalisatrice. C'était assez central, du coup, dans sa manière d'appréhender son cinéma. Et aussi, en particulier pour Virgin Suicide, il y a 2 photographes qui l'ont beaucoup inspirée. La première s'appelle Tina Barney, parce qu'elle a beaucoup pris en fait pendant 40 ans des photos du quotidien en fait de familles américaines et aussi le photojournaliste Bill Owens qui a fait un livre qui s'appelle Suburbia, donc qui veut dire banlieue en américain, et Coppola apparemment a beaucoup regardé ce livre quand elle tournait Virgin Suicides. Et aussi sur le tournage de Virgin Suicide, il y avait une photographe qui s'appelle Corinne Day qui prenait des photos. Et si vous pouvez aller voir ces photos parce qu'elles sont exceptionnelles. Genre franchement, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est des images qui sont extraites du film, tellement du coup leurs 2 directions artistiques sont assez similaires entre Sofia Coppola et Corinne Day. Et c'est aussi beau que le film, quoi. Et avec des moments un peu d'innocence. Et pour terminer, le cinéma, où elle a dit dans une interview au Festival de Cannes « J'ai grandi sur le plateau des films de mon père, qui par ailleurs est un grand cinéphile. Il est toujours très enthousiaste à propos du cinéma, et c'est lui qui m'a initiée à des films venus du monde entier quand j'étais enfant. Grâce à lui, j'ai découvert les œuvres des cinéastes français de la Nouvelle Vague. » Donc elle cite notamment À bout de souffle de Jean-Luc Godard, donc film des années 60 assez emblématique du mouvement de la Nouvelle Vague. Elle cite aussi les films du néoréalisme italien. Donc ça, c'est un mouvement qui a commencé fin des années 40 et qui s'est fini milieu des années 50. La date de fin est pas très claire. Beaucoup de débats autour de ça.
C'est niche, mais on adore. J'adore le néo-russe italien. Vraiment, c'est genre... J'adore ce genre. Pour briller en société. C'est ça. Mais en vrai, il y a des films qui sont vraiment trop bien. Mais le problème, c'est que c'est que des mecs. Ouais. Donc on peut pas faire un épisode là-dessus, mais bref. Et où du coup, c'est des films qui sont empreints du marxisme de l'époque de l'Italie communiste c'est ça, fin 40, début 50. Et très contemplatif aussi. Et aussi, elle parle de Kurosawa. Kurosawa, qui est un réalisateur japonais extrêmement contemplatif également et qui a beaucoup fondé le cinéma japonais, pareil, dans les années 50. En gros, c'est des inspirations qui sont très contemplatives, très à suivre des personnages sans forcément une histoire hyper développée et qui prend toute la place, ce qui fait sens par rapport à son cinéma, je trouve. Alors, on va vous parler rapidement du film avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, Virgin Suicides, c'est l'histoire d'une famille traditionnelle, catholique, très puritaine de la banlieue américaine. Donc, on suit l'histoire de 5 sœurs qui sont en fait élevées dans cette famille très protectrice, très conservatrice, à tel point où les parents agissent plus comme des chaperons, plus que comme des parents. Elles sont prisonnières d'une éducation qui les empêche de fréquenter des garçons, de s'habiller de manière, on va dire, frivole. Donc elles sont habillées avec toujours un peu des manches longues, etc. Des rideaux. Et en fait, le film commence avec une voix off d'un jeune garçon, en tout cas quelqu'un qui va nous expliquer que c'est les plus belles filles du quartier, mais qu'elles sont un mystère, qu'il y a une espèce de fantasme global sur elles. Oui, mais il commence en disant qu'il va nous raconter l'histoire qui est arrivée 25 ans auparavant. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça. C'est que la voix off est actuelle et nous replonge dans l'histoire de cette sororie de 5 sœurs super jolies, hyper casanières, mais du fait de l'éducation de leurs parents. L'histoire commence avec la tentative de suicide de la plus jeune des sœurs, donc Cecilia, qui a essayé de mettre fin à ses jours en se scarifiant les poignets. Et en fait, le diagnostic porté par le psy, c'est de dire aux parents, et notamment à la mère, qu'elle est trop stricte et que c'est cette situation qui cristallise une envie de mettre fin à ces jours de Cecilia. Et donc, on arrive tout de suite dans une atmosphère où les parents, très coincés, très conservateurs, vraiment odieux limite. Le père un peu moins, mais la mère horrible, et on en reparlera un peu plus tard, qui vont essayer de faire un effort en autorisant les filles à avoir des garçons à la maison pour une fête. Fête qui, en fait... Angoisse sur 1000, la fête. Voilà. Très angoissante, vraiment, c'est pas la boum, quoi. Et durant cette fête où il y a quelques garçons du quartier qui sont invités pour tenir compagnie aux filles sous la supervision des parents. Dont le narrateur, d'ailleurs. Dont le narrateur. Et la petite cherche à fuir, elle est s'isoler, donc elle demande à sa mère si elle peut retrouver sa chambre. Sa mère, innocemment, lui dit oui, bien sûr. La fille vient de faire une tentative de suicide, elle dit à sa mère qu'elle veut aller seule dans sa chambre. La mère, con comme pas possible, lui dit oui, bien sûr, vas-y. Elle la laisse sans supervision. 3 minutes plus tard, c'est le suicide. La petite se jette de la fenêtre de sa chambre. Et donc, ça marque... Et s'empale sur le grillage. Et s'empale sur le grillage. Et ça marque le début un peu des premières péripéties du film. Et là, il y a une espèce de dimension d'horreur qui s'empare du film. On a cette scène où les garçons sortent de la maison, les sœurs sont en pleurs. On voit le père tenir la petite Cecilia dans la nuit bleue, tel un ange, et elle qui est morte dans ses bras. Ronald! Cecilia! No! Don't look, turn around. Et ensuite, le film suit la quête de liberté des filles, leurs premiers amours, leur quotidien au lycée, le bal de promo, les mois de leur désir exactement. aussi. Le film suit vraiment cette année charnière qui va être l'émancipation des filles face à la répression de leur mère et à la fin le drame tragique. Il faut quand même préciser que du coup, Lux, qui est une des jeunes filles, va au bal de promo avec un garçon
qui s'appelle Tripfontaine et qu'ils vont coucher ensemble sur un terrain de football Ouais. américain et qu'il va l'abandonner, enfin il va la laisser seule atroce. et elle va se réveiller au petit matin et qu'elle va rentrer chez elle, donc au petit matin, et là les parents décident de manière extrêmement radicale Complètement. de les enfermer chez elles. Donc pour vous dire, elles n'ont même pas le droit d'aller au lycée. Non mais Ouais. ça c'est quand Non. même lunaire. Ils les ont Oui, déscolarisés du jour au lendemain. Sachant que le père est prof de maths dans le lycée. Oui, En oui. question, ouais. Oui, oui. Ouais. Et donc, elles vont être déscolarisées et complètement enfermées. Interdiction absolue de sortir dehors. C'est à se demander si elles peuvent aller dans le jardin, même parfois. Et donc, en fait, elles vont mettre fin à leur jour. Ouais. Non, elles pouvaient plus aller dans le jardin. Les seuls moments où elles avaient le droit de sortir de la maison, c'est pour aller chercher les abonnements aux magazines qu'elles recevaient. Ah ouais, oh là là. Et c'était vraiment un délire. On a cette scène, il y a un moment où t'as la plus grande, je pense, qu'on voit sortir en robe de nuit, donc hyper longue, donc c'est sa tenue de tous les jours finalement. Et elle sort chercher ses magazines, et on a la voix off qui nous dit elle ne vivait que à travers les magazines qu'elle Qu'elle lisait, cherchait, et c'est donc vrai. elles avaient des abonnements à des magazines de voyage, un peu lifestyle et tout. Et en fait, elles ne vivaient leur vie qu'à travers ces magazines-là. Et elles étaient enfermées chez elles. Et il y a plusieurs scènes où on les voit derrière la fenêtre vitre, de leur ouais. chambre à regarder et à fantasmer du coup sur une vie extérieure qu'elles n'ont plus le droit de vivre. Et c'est ce qui va les pousser à essayer de braver l'interdit de leurs parents, parce que de toute façon, elles n'ont plus rien à perdre, entre guillemets. Leur liberté leur a déjà été enlevée. Elles n'ont plus d'interaction avec le monde extérieur. Donc grâce à Lux qui, elle, essaye de s'émanciper comme elle peut, et on la voit, en fait, elle s'émancipe via sa sexualité. La nuit, en fait, elle couche avec des mecs sur le toit. Elle sent que de toute manière, elle n'a plus de racines sur lesquelles se reposer, et en fait, elle a envie de mettre fin à ses jours, concrètement. Elle arrive, je crois, à convaincre ses sœurs de la suivre, puisqu'elle, de toute façon, Mais non, on voit pas En fait, ça. on le voit pas, mais on sait pas. on le voit pas, mais non, on le mais en comprend vrai, dans moi, la je trouve scène. ça... non, moi, Non, je mais trouve ça- attends, en fait, pousse. je trouve ça intéressant ce Pousse. que tu dis, Cam, justement, parce que en gros, pour moi, c'est tout l'enjeu du film, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle pense, Mais oui, c'est raconté de l'extérieur, et du coup, mais ça marche. Ah En fait, oui, c'est moi, ça c'est- marche de ouais. ouf. Et du coup, en fait, tout ça, c'est tout ce qu'on s'imagine qu'elle pense. En fait, le principe du film, c'est qu'il est raconté du point de vue d'un des garçons qui habitait en face de chez elle, ou qui avait son copain qui habitait en face, enfin voilà, ils faisaient partie d'une bande de potes, et on n'a que leur point de vue à eux. Oui. Et du coup, ce truc, tu vois, des magazines, justement, c'est eux qui le disent. Oui. mais en fait, en tout Mais cas, c'est sur pas- le oui. fait que c'est Lux qui pousse ses sœurs à se suicider, on il y a sait rien. rien qui dit ça. Il y a hein. rien qui est dit. Non, il y a rien qui Mais est il y a dit sur rien, ça. mais même Ça, on moi, sait pas. je pense pas. Ah Mais non. non, mais en fait, le truc, c'est que Lux, enfin, il y a un focus sur elle, parce que c'est celle qui assume le plus sa sexualité dans le Et film. qui est le plus en opposition avec sa Oui, famille. la plus ça- rebelle, entre guillemets. Sachant aussi qu'elles ont, en gros, elles ont toutes, la plus âgée à 17 ans, et après vous faites -1, et c'est tous les âges des sœurs, quoi. Oui. Donc elles sont pas non plus hyper âgées. Mais ouais, mais c'est trop... Lux, elle a 14 ans. Ouais, Mm. mais c'est trop intéressant, parce que justement, le principe du film, c'est vraiment que, en fait, moi, au tout premier visionnage que j'ai eu de Virgin Suicide, donc il y a plusieurs années, j'ai arrêté le film, et je me disais, à la fin, je me disais, mais je sais rien d'elle. C'est hyper perturbant, parce que c'est un film dont le titre, c'est... bon, après, il est pas très nominatif non plus, hein, mais il parle de cette sororie, et pourtant, j'en sors, et je ne sais rien d'elle. Et c'était vraiment ce qui m'avait le plus perturbé, quoi, à mon premier visionnage. Mais ouais. en tout cas, du coup, le film se termine avec ces 4 garçons qui vont rentrer dans la maison en croyant que les filles veulent les voir, et qui vont tomber un à un sur les corps des 4 sœurs restantes. Donc il y en a une qui s'est pendue, une qui a mis sa tête dans le four, une qui s'est bourrée de somnifères, et une qui était dans la voiture. Ouais. Suite à cela, on comprend que la vie reprend son cours, et t'as une espèce de scène un peu étrange Ah ouais, à la j'adore fin de cette l'année, scène. où en fait il y a une espèce de soirée dans un château où en fait le thème c'est l'asphyxie, et donc ils sont tous en train d'essayer de vivre une vie normale avec ces garçons qui se posent des questions sur les suicides de leurs voisines. Et en Ouais. fait ça se termine là-dessus. Ouais. Ouais. Pour l'esthétique, moi, quand je ferme les yeux et que je pense à Virgin Suicide, je vois beaucoup de fleurs, beaucoup de verts, beaucoup de roses, des lumières bleutées et crépusculaires, beaucoup de flanelles, beaucoup de petits objets aussi.
très petits objets collectionnés et tout. Des rideaux. Des rideaux faits en habit également. Des plans fixes avec des cuts très abrupts Oui. et des images de fantasmes qui surgissent comme ça de manière hyper inopinée. Et notamment, tout à l'heure, on a dit qu'on avait toutes été très marqués par la scène d'ouverture. Mais moi, cette scène d'ouverture, genre vraiment in media res, Kirsten Dunst, donc Lux, avec direct la musique de R aussi, qui du coup a fait la BO du film. Donc c'est un groupe d'électro très ambiance. Français. Vraiment, leurs concerts sont trop bien si vous avez l'occasion d'aller les voir. Mais du coup, cette scène qui te saisit vraiment comme ça, où t'as pas le choix que d'être happé par ce fantasme. Ouais, exactement. T'es envoûté dès les premières secondes du film. Tout à fait. Et elle place très très bien son décor aussi avec... on voit vraiment que c'est les intérieurs des années 70, la petite banlieue pavillonnaire, les cancans des voisins autour de ce qui se passe chez les autres. Et je trouve que vraiment en 1 minute, elle rentre dans le récit, quoi. Mais c'est vrai que maintenant tu dis les cancans des voisins, en fait moi il y a un truc qui m'a marqué dans le film, c'est qu'il y a toujours un bruit constant. En gros, il n'y a jamais de moment de silence. Et aussi, un truc qui m'a marqué, c'est que souvent, elle utilise un bruit de fond, genre notamment une sirène de pompier au début, ou sinon l'horloge, il y a un moment où la plus jeune va chez le psy, et il y a le bruit de l'horloge, et en fait, le son accompagne au plan suivant, même si on n'est plus avec la chose qui crée le bruit. Ah, j'ai pas remarqué. Mais Genre... parfois, elle coupe. Et parfois elle coupe. Mais il y a des fois où, par exemple, chez le psy, en gros, il y avait le son de l'horloge quand Cécilia, la plus jeune sœur, est chez le psy. Ouais. Et après, on part de chez le psy, on va autre part. Il y a encore le son de l'horloge reste. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais ouais. Après, c'est niche. Ouais, non, mais c'est... C'est vrai que le cancan des voisins, ça fait sens du coup avec tout ça. Ouais, et puis c'est vraiment montrer la vie depuis l'extérieur. Parce qu'en gros, comme on l'a expliqué, le film repose vraiment sur ça. C'est toute la vie de cette famille est scrutée donc, par les yeux des voisins, par les yeux des gens du lycée, par les yeux des jeunes adolescents qui sont amoureux d'elle, ou par la journaliste aussi de la télévision. Et donc, c'est comment les gens de l'extérieur perçoivent cette famille et le drame qui s'y joue, en fait. Ouais. Oui. Et là, moi, je trouve que l'utilisation de la musique, ou en tout cas du fond sonore en répétition, ça vient encore plus donner un sentiment de... Elles sont pas réelles, c'est surréaliste, c'est un rêve ou un cauchemar un peu finalement qui est en train de se dérouler devant nos yeux, ou quelque chose de très doux amer. Et les répétitions, elles te gardent un peu dans ce loop où t'as vraiment l'impression de vivre un truc hors du temps. T'as vraiment l'impression d'assister à une espèce de scène un peu biblique, avec le rappel toujours à la religion, parce qu'on voit beaucoup leur crucifix, où on a toujours un peu les tenues qui te rappellent toujours à des tenues très modestes, les filles qui sont filmées avec des couleurs très chaudes versus la maison qui est filmée avec dans des couleurs très froides, très austères. Oh, ce fond vert, oh, ce salon vert. C'est affreux. Oh, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Et j'étais vraiment en mode, comment Kirsten Dunst, elle est aussi belle avec un fond vert vomi. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Incroyable. J'ai pas d'autres mots. J'étais vraiment choquée quand je disais, il y a que à toi que ça va, quoi. La couleur fantôme vert vomi. C'est dégueulasse ce vert. Il m'a remarqué. Moi, je me souviens juste du lilas de la chambre, en fait. Ah ouais, alors ça, c'est... Enfin, moi, je trouve que sur les décors, elle a quand même quelque chose d'exceptionnel. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment hérité des magazines des années 70. Mais cette chambre d'ado qui est vraiment la chambre d'ado fille par essence, avec ses murs lilas, les magazines au sol, le lit à baldaquin, les vinyles, le miroir, le maquillage partout. Enfin, vraiment, c'est l'essence même de la chambre d'adolescente. Et on voit aussi que en fait, moi, ce que j'adore aussi dans ce film, c'est qu'elle individualise vraiment les décors et les tenues. Et tu vois, d'habitude, les tenues, ça me marque pas trop. Et là, tu sens que chaque personnage est marqué par ce qui l'entoure. Par exemple, les filles, quand elles vont à l'école, elles portent toutes le même uniforme, mais chacune le porte de manière un peu différente, qui est un trait marquant de sa personnalité. Il y en a une, elle est un peu hippie, l'autre, elle va faire une forme de crop top un peu pour qu'on voit plus son ventre. Enfin, en tout cas, il y en a une qui va être plus sage. Et donc, en fait, c'est très marqué. Et c'est pareil pour les intérieurs, où il y en a, ça va être très vieux, d'autres très rococo. Enfin, et du coup, tout ça, ça marque vraiment chaque personnage du film.
film et je trouve ça fabuleux. Le sens du détail. Et où surtout, en plus, vu comment c'est que ce sens du détail qui les identifie, dans le sens où elles sont tellement... Bah déjà, comme on les voit que de l'extérieur, en fait, elles ne sont qu'une... Enfin, moi, je les vois vraiment comme un groupe indissociable, où du coup, bah, comme on l'a dit précédemment, Lux se détache un peu, parce que c'est celle qui est la plus extravertie, je dirais, et qui prend le plus contact avec le monde extérieur. Mais sinon, j'ai l'impression, c'est ça, on les habille toujours pareil, on les emmène toujours ensemble, elles peuvent pas être séparées, que ce soit par les parents ou même par les mecs du lycée, comment ils les considèrent. Et c'est justement uniquement par ces tout petits détails qu'elles font elles-mêmes qu'elles arrivent à avoir une identité propre. D'accord. Tout à fait. Glaçant aussi d'ailleurs, enfin, c'est un des points du film. Tout à fait. Mais elles n'existent pas les autres en fait. C'est vraiment des personnages secondaires mais au sens littéral du terme. C'est qu'on va les voir dans quelques scénettes un peu prendre vie. Mais sinon elles sont elles-mêmes effacées et ça renforce ce truc de se dire... qu'elles sont surréalistes en fait, puisqu'on les voit comme un espèce de groupe homogène, trop beau pour être vrai, non mais touché par la grâce. Et pour moi, ça renforce la symbolique un peu sainteté, très chrétienne, tu vois. Sachant qu'elles sont toutes blondes aux yeux bleus aussi. Oui. Ce qui est un point important, je trouve, quand même, dans le côté gâteau tout à traduit. fait. On est sur de l'eugénisme complet, voilà. si on peut le dire. C'est ça. Non, mais en fait, je trouve que c'est un film qui est d'une fraîcheur absolue. Certes, elle a des influences, mais je trouve qu'elle arrive à marquer une patte et vraiment, elle a une fraîcheur qui est exceptionnelle dans ses plans fixes, effectivement, mais genre même jusqu'à la manière dont elle montre le titre avec les petits cœurs. Ce titre. En gros, enfin, vas-y, décris le titre. En fait, c'est The Virgin Suicide écrit un peu comme sur un journal intime à la main, avec des cœurs à la place des i, et où en fait, il y en a plein qui s'écrivent comme sur une page, en fait, qui remplit tout l'écran. Et qui est un écran de ciel. Et qui est un écran de ciel. C'est trop mignon. Et même, elle fait des références. Je sais pas si vous aviez un peu regardé les séries à l'époque comme Lizzie McGuire ou des trucs comme ça, où tu sais, t'as des moments où t'as des stops sur l'image et t'as un petit personnage qui déboule en mode petit message. Elle le fait à un moment quand on voit Trip et Lux du coup se préparer pour aller au bal de promo. Donc t'as les 4 sœurs, t'as les 4 mecs qui essaient de leur mettre la petite broche comme le veut la tradition. Et là il y a un moment où donc Trip met la broche de fleurs blanches sur Lux. C'est un super plan. Et là on les voit habillés avec des robes très longues, blanches, petites fleurs pastel, vraiment trop kiki. Et là, il y a un espèce de petit plan où elle scanne le bas du ventre de Lux. Comme un plan, comme si elle était sous son vêtement, mais un petit rond. Exactement, voilà. Donc, on voit toute la scène normale. Et là, il y a un petit rond qui pop. Et en fait, on voit en dessous son vêtement. Donc, on voit sa petite culotte rose. Et on voit que Lux a écrit Trip avec un petit cœur. Ça fait une super référence au titre. Et en même temps, c'est une manière de dévoiler de l'intimité sans pour autant rentrer dans un truc de male gaze, obscène et tout. Parce qu'elle a 14 ans. Il faut se rappeler que la fille a 14 ans. Et je trouve que tu vois des petits trucs un peu comme ça, de genre, attendez, le spectateur, on vous plonge dans l'intimité de ce qui se passe dans la tête de ces filles-là sans trop en dévoiler, et en même temps sans rajouter des plans longs et fastidieux. C'est du génie, quoi. Comme en fait, elle peut pas se permettre de montrer quoi que ce soit en extérieur. Comme tout est caché, du coup, elle l'écrit sur sa culotte, quoi. Mais c'est trop mimi. Ouais, t'imagines, attends, je te rappelle qu'il a fait un date avec qui il y avait les 2 parents présents et toutes les sœurs. Et la mère au milieu des deux, entre Trip et comment elle s'appelle, et Lux. Et vraiment, le date de l'angoisse, en train de regarder un documentaire animalier sur la chasse des lionnes, genre naturel. Enfin, un Nat Geo, quoi. Et le père qui s'endort sur le rocking chair à côté. Enfin. Dernier truc sur l'esthétique, on en a un peu parlé, mais la bande-son est exceptionnelle. Mais exceptionnelle. Enfin, genre, moi, c'est une bande-son que j'écoute régulièrement. Au-delà de la bande originale de R, qui est déjà, par essence, exceptionnelle, et notamment de Playground Love, qui est vraiment un titre sublime. En fait, toute la musique est super bien utilisée, et c'est un peu le truc de Sofia Coppola d'avoir cet attrait pour la pop culture et de mettre en avant la musique pas commerciale, mais en fait une musique commercialisée quelque part, et pas qu'une bande son originale dans ses films. Et évidemment, on pense à la scène de Magic Man où on voit Trip Fontaine, c'est quand même une masterclass. Oui, en fait, en gros, du coup, c'est une chanson qui s'appelle Magic Man, ou He's a Magic Man de Art, si vous connaissez. Et où en gros il débarque et juste il fait vraiment tomber toutes les filles, mais littéralement comme des mouches. Et
Et je voudrais juste dire un dernier truc, après j'arrête avec les superlatifs, mais la scène des vinyles, donc en gros elles échangent par téléphone avec leurs voisins et comme elles n'ont pas le droit de parler, ils et elles discutent de manière interposée par vinyle. Et pour moi c'est tout bonnement une des plus belles scènes jamais réalisées au cinéma. Et je m'arrêterai là-dessus. In the end, the answer was so simple it took a week to come up with. We called them on the telephone. 727-8221. Hello, it's me. I've thought about us for a long, long time. Call Maybe I 727-0487. think too much, but something's wrong. Shit, it's them. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. On peut tout dire sur l'esthétique du film, elle est exceptionnelle et les easter eggs, donc les petites références cachées qu'elle met dans toute la... En fait, le symbolisme de Sofia Coppola, pour moi, c'est un sujet à part entière, au-delà de l'esthétique et de la musique. C'est vraiment tous les petites références, tous les petits symbolismes qu'elle met. Juste, on peut pas nier qu'en tant que réalisatrice, sur des films avec ce type de sujet, c'est un génie. Franchement, c'est un génie. Je suis d'accord. Non, je me disais que le premier truc qui pouvait être intéressant, comme on l'a déjà un peu abordé, c'est le fait que la narration soit faite par un personnage masculin. Pourquoi Donc, le male gaze? pourquoi le male gaze? Pourquoi le male Si on gaze veut résumer, donc comme on vous a dit, c'est du coup cette bande de garçons, plus Stripfontaine en fait, hein, qui raconte l'histoire un peu d'un point de vue extérieur, et donc toute la perception des filles de Lisbonne se fait à travers le regard et les fantasmes de cette bande d'adolescents. Donc en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on suit pas la réalité ou la vérité des faits, mais on suit la perception que les hommes ont des filles Lisbonne et à quel point ils les fantasment. En termes de rapport à l'adolescence, c'est aussi comment les filles et les garçons s'apprivoisent et comment les filles apparaissent comme un mystère pour les garçons et c'est retranscrit une boîte noire. Vraiment une boîte noire. Et au-delà du fait qu'ils les idolâtrent, qu'ils ne pensent même pas pouvoir s'approcher d'elles, etc., même quand ils sont près d'elles, ils sont dans une incapacité de communication et de dialogue Impossible. qui est vraiment marquante, je trouve, Et dans le film. justement, je trouve que moi, ce dialogue passe par le groupe, dans le sens où on le voit à la boum horrible, là, au début du film, où du coup, en fait... La boum de l'angoisse, on peut La la boum, ouais, voilà, mais on peut sans la renommer la boum de l'angoisse. Il y a ces filles qui sont... Ça se passe dans leur sous-sol. Elles sont assises donc dans toujours leur robe immonde, rideau, enfin vraiment... Ils sont ensemble dans le sous-sol où il y a l'arrivée des garçons au fur et à mesure, où il y a une tentative, en fait, où il y en a certains qui sont assis à côté de filles, et où vraiment un dialogue en 1 à 1, c'est poussif. Ah, c'est l'enfer. Poussif. Enfin, vraiment, j'avais la flemme d'être là pour eux, quoi. Et en fait, apparemment, dès qu'il y a le groupe qui se forme, en fait, là, ça coule très naturellement. Et je trouve qu'il y a un peu une scène miroir à ça, c'est la scène de la voiture quand ils les emmènent au bal. Ouais. En fait, en gros, donc le bal de promo est un moment, je trouve, très important du film. Oui. Parce que c'est un peu le mini-vent de liberté qu'elles ont. Oui. Après le suicide de leur plus jeune sœur. Et donc il y a Tripfontaine qui est complètement à fond sur Lux parce que, je le cite, c'est la seule meuf du lycée qui n'est pas amoureux d'elle. C'est le centre de son monde. C'est le centre de son monde également. Oui. Je le cite. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il dit ça, ouais. Et du coup, en fait, il va voir le père, donc prof de maths, et il lui demande d'emmener Lux au bal de promo, et le père lui dit, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit toutes les filles y vont, et elles sont toutes emmenées, soit toi tu pourras pas y aller tout seul en fait avec elles, quoi. Et du coup il va demander à ses vieux potes de l'équipe de football américain, où franchement les critères de sélection sont, il y en a un qui a une belle voiture, l'autre il a de la weed et le troisième il a des bonnes notes, donc ça va faire bon effet sur les parents. Les sœurs autres que Lux qui sait qu'elle va y aller avec Trip, il y a il me semble que c'est Thérèse qui dit
mais c'est qui ces mecs et qui va prendre qui en fait parce qu'on les connaît pas et tout le monde est en mode on s'en fout de qui prend qui de toute façon, enfin ça fait pas de différence quoi. Oui, parce que toutes ces filles sont interchangeables Voilà, finalement. vous êtes pas humaines donc Vous arrêtez êtes de faire des chier. sœurs, vous vous ressemblez, vous êtes belles, voilà quoi. Ah mais c'est ça, et du coup en termes d'identité aussi je trouve ça grave intéressant, enfin ce mm. truc du male gaze de juste c'est une espèce de groupe comme ça et où elle parle jamais aussi dans les fantasmes. On a cette scène où Trip et Lux se pécho Au bal de promo. au bal de promo. En vrai, ils sont très mignons. Tu sens que c'est un teenage love très passionnel, très irrationnel, où ils suivent vraiment leurs émotions, en tout cas pour elle, et ses hormones pour lui. Et qui ne l'a pas fait d'ailleurs. Et donc en fait, ils trouvent un petit coin caché lors du bal de promo pendant que la majeure partie de leurs camarades sont en train de danser. Et donc ils se posent là-bas et donc t'as Trip et Lux qui commencent à se bécoter, pour dire ça comme ça, pour reprendre le terme des années 70, hein. En buvant un espèce de sirop alcoolisé de peach sorbet, je sais pas trop ce que c'est, ce qui a pas l'air très très... Selon Trip Fontaine, ça sert à pécho des meufs. Voilà. Je crois que c'est un peu l'équivalent de leur manzana. Oh my god. Et donc là, ils sont rejoints par une des sœurs et son date qui C'est Bonnie. Ah, je crois que c'est Bonnie aussi. Et donc du coup, qu'ils les rejoignent. La première question que leur pose Lux et Trip, c'est est-ce que vous êtes suivis ? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes suivis ? Parce qu'ils n'ont pas envie de se faire cramer parce qu'on l'a dit, mais le père des filles est prof et il est chaperon au bal de promo. Donc il n'a pas du tout intérêt, après avoir laissé ses filles partir au bal de promo avec des dates, à croiser l'une d'entre elles en train de boire de l'alcool et de pécho des mecs dans des spots. En dessous des escaliers. Exactement. La petite essaie de reproduire ce que font Trip et Lux avec son date. Bonnie se force un petit peu à boire et à pécho son date, mais elle a pas l'air de trop savoir. Le date n'a pas l'air très malin non plus, hein. On va tout remettre sur la faute de Bonnie, mais ils ont pas l'air de kiffer leur moment. Mais oui, c'est Oui, normal. ça babe. peut faire, mais du coup on sent qu'elle est quand même un peu pressurisée de Elle le a faire, pas alors envie, que ouais. Lux et Trip ils sont vraiment all over each other, quoi. Ils sont Ouais. vraiment en train de te rouler des pelles un peu sales, et Ils d'ailleurs c'est très s'adorent. mignon, hein, et ils s'adorent. Et au moment où on pense que vraiment il faut les stopper avant que ça ne dégénère pour leur propre bien, il y a l'annonce de la remise du prix de roi et de reine de promo, et donc Trip et Lux sont élus, et donc là on les retrouve sur le milieu de la scène pour récupérer leur couronne. I'd like you all to put your hands together for this year's King and Queen. Trip Et après, on a cette scène iconique des ballons qui tombent du plafond. On voit les couples en mode slow, trop mignon, balle de promo à l'américaine et filmé à travers les yeux de Sofia Coppola. L'esthétique est ouf. Et surtout, on pense à une histoire d'amour. On a vraiment ce couple un peu trop mignon, Trip et Lux, qui nous donne un peu un semblant de rom-com. On croit à l'amour adolescent, très pur, très passionnel, plein de possibilités. Et on a ensuite une scène où on retrouve Trip et Lux Sur terrain le terrain. de football américain. Et donc là, on a une petite scène trop mignonne où ils commencent un peu à coucher ensemble pour la première fois. Et on croit vraiment que elle a brisé tous les interdits, tous les tabous et qu'elle a Qu'elle trouvé s'est l'amour. émancipée. Qu'elle s'est émancipée Et complètement. que lui, ce sera un allié de cette émancipation. Enfin, moi, c'était vraiment... Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que je trouve que quand ils se rencontrent, etc., on se dit, ah bah enfin, elles vont peut-être connaître quelque chose d'autre, quelque chose de plus heureux, parce que à travers ce mec-là, enfin voilà, elles vont s'émanciper, elles vont pouvoir goûter à l'alcool, à la weed, il va pouvoir la sortir de chez elle, etc. Eh bien non. Et en fait, il l'abandonne comme une merde sur le terrain de football américain et il la laisse dormir toute seule. T'es vraiment en mode, vraiment, ouais. il aurait pu lui arriver n'importe quoi, tu t'en battais les couilles. Et parce que aussi c'était la fin du fantasme pour lui. Oui. Il le dit d'ailleurs dans l'espèce d'interview qu'il cut. I walked home alone that night. I didn't care how she got home. It was weird. I mean, I liked her a lot. But out there on the field, it was just different then. That was the last time I saw her. You know, most people will never taste that kind of love.
at least I tasted it once, right? Alors moi j'ai trouvé ce passage-là hyper intéressant parce que c'est vraiment le moment où on sort complètement de la narration et où en fait on a l'impression que c'est une forme d'enquête de ce narrateur qui cherche à comprendre le mystère des filles Lisbonne et qui donc va aller interroger finalement Trip Fontaine qui est le seul à en avoir approché une d'aussi près. Et ce que j'ai trouvé absolument terrible, c'est que Trip Fontaine parle de sa relation avec Lux comme le seul amour de sa vie et l'amour le plus puissant qu'il aura jamais connu, alors qu'en fait, il ne la connaît pas. Il s'est fait la connaît pas dans sa tête. Et genre vraiment, c'est dingue. En fait, il y a eu 3 scènes où ils sont pécho, une scène où ils ont couché ensemble et où il l'a abandonné comme une grosse merde, ce qui a conduit à l'enfermement de Lux et ce qui a conduit en fait au suicide des 4 sœurs, très clairement. Et ce mec-là romantise encore son histoire avec Lux. 25 ans après, 25 ans après. Et je trouve ça absolument lunaire et je trouve que ça montre à quel point tous ces hommes vivent dans cette espèce de fantasme de leur adolescence. Ils sont jamais passés au-dessus de ça en fait. Oui, non, mais complètement. Je trouve que cette relation est tellement caricaturale du truc de l'homme qui n'arrive pas à obtenir la femme, enfin un truc vraiment de possession. En fait là depuis tout à l'heure comme on en parle des filles de Lisbonne, on dirait des animaux sauvages. Il y a l'aspect où elles sont observées en permanence, tout à fait, en cage et même à travers un télescope, un télescope du coup du voisin d'en face. Elles ne parlent pas, on les entend pas parler, non, donc du coup comme des animaux globalement. Et donc Trip en fait, lui il est obsédé par Lux, il pense que c'est l'amour de sa vie, mais en fait c'est juste une meuf qui n'est pas intéressée par lui de base, et il ne le supporte pas. Et il a pas l'habitude, c'est ça. Il a pas l'habitude, et donc du coup il y a même une scène où il est chez lui avec ses 2 pères et où il est au bout du rouleau et eux ils sont en mode mais tu peux lui poser des questions sur ses partiels, peut-être qu'elle sera contente et tout, et où lui il est genre mais ça ne m'arrive pas normalement. En fait c'est l'obsession du rejet qui finalement le rend fou. Et même après l'avoir abandonné, une fois qu'on a eu ce petit aperçu sur 25 ans plus tard, Trip qui parle de sa relation avec Lux en disant que c'est le meilleur amour qu'il ait connu, on sent pas une once d'amertume sur le fait qu'il l'ait abandonné, on sent pas une once d'amertume sur le fait qu'il ne sache pas ce qui lui est arrivé après, mais qu'elle se soit suicidée. Non, il a aucune amertume. Et on est rebasculé tout de suite dans l'histoire après cette petite interruption. On a directement le plan de Lux qui est confuse, qui est dans le taxi. On comprend pas qu'elle est dans un taxi. Moi au début je pensais qu'elle était que c'est son père qui venait la chercher, mais en fait on voit que c'est le taxi qui la ramène chez elle. D'accord. Et là on a cette scène qui est une des seules scènes du film où on n'a pas cette musique répétitive en fond. Et donc le taxi arrive devant l'entrée, on sent qu'elle va se faire défoncer par ses parents. Plan fixe, magnifique, de loin du portail, où on voit le taxi rentrer et elle qui sort de la voiture et tout est fixe. On comprend de toute manière avant qu'elle arrive, il y a une espèce de, je sais pas si c'est le plan fixe, la colorimétrie, l'alliage du son et tout, enfin l'absence de son pour le coup. On sent on connaît les parents by now, on sait qu'elle va se faire défoncer parce qu'en fait elle a pas respecté le couvre-feu. Et on sent qu'elle hésite quand elle sort de la voiture. Il y a un flottement, mais genre c'est un micro flottement d'une nanoseconde où elle est devant la porte et elle est en mode genre et il y a les parents qui sortent et on voit le taxi, donc il voit cette gamine se faire secouer par ses parents, et là on a juste le taxi qui fait une marche arrière et qui se casse, et là on comprend qu'en fait il y a un basculement dans le narratif du film. On pensait qu'elle vivait l'enfer et là on va vraiment découvrir un enfer supplémentaire avec la mère et qui va prendre des mesures drastiques, comme on le disait au début, de déscolariser les filles, de les couper complètement du monde. Et nous, on comprend la gravité de cet abandon de la part de Trip, et le fait qu'il a peut-être un rôle, et c'est pas même peut-être, c'est qu'il a un rôle majeur dans la suite du film, alors que
il a pas l'air de le vivre aussi mal que ça. Ils Ouais. sont pas responsables. Hein. Enfin, ça, Pas du c'est- tout. ça, c'est Pas du certain. tout, pas du tout. C'est là que j'ai trouvé que le film aussi de Sofia Coppola était hyper intéressant. Elle nous donne tous les codes du teen movie, elle y va à fond, le roi et la reine de promo, le bal de promo, machin. Et en fait, le film bascule à ce moment-là et devient complètement noir. Et on va découvrir ce que c'est l'envers du décor, mais en fait, on le découvre jamais en entier, puisque, encore une fois, le point de vue est extérieur. Mais juste ce que je voulais dire, c'est qu'on le sait dès le début. En fait, Sofia Coppola ne nous cache rien, puisqu'il y a la scène du début où Cecilia elle est chez le docteur, et le docteur, il lui dit... What are you doing here, honey? You're not even old enough to know how bad life gets. Obviously, Doctor. You've never been a 13-year-old girl. Elle est, Genre, enfin, elle est mais exceptionnelle. tout est dit aussi dans Tout cette est parole. dit, Ouais. tout est On ne dit saura de... jamais. Mais bien sûr, et aussi tout est dit donc de la situation évidemment individuelle de cette famille qui est affreuse, mais aussi de la complexité de l'adolescence et à quel point le teen movie ne représente absolument pas la complexité de l'adolescence et encore moins la complexité de la vie adolescente de jeunes femmes en fait. Et ça, j'ai trouvé ça brillant. Oui, mais je trouve même que cette phrase, elle résume le film. Enfin, il y a un côté où, comme on est tellement à l'extérieur de leur vie, on ne saura jamais ce que c'est d'être une enfant de 13 ans par ce film, en fait. Tout à fait. Parce que, on ne saura jamais ce qu'elles pensent, on ne saura jamais ce qu'elles vivent, elles parlent pas, et où elles ne sont que des fantasmes, et où ce qui m'a beaucoup marqué, moi aussi, dans cette dimension-là, c'est du coup, le narrateur et sa bande de potes qui font une collection de leurs objets. Oui. Ah ouais. J'appelle ça le mausolée des objets des filles Lisbonne. Donc, à la mort de Cecilia, ils prennent son journal intime, ce que j'ai trouvé hyper... c'est hyper border. Enfin, pas border dans le sens où, voilà, ça reste des adolescents qui sont fascinés par une meuf, mais en termes de plonger dans son intimité, c'est clair. C'est atroce. Et où, en plus, c'est drôle parce que quand ils feuillettent le journal, ils sont intéressés que parce qu'elle raconte des gens. Et dès qu'elle parle de son intériorité, ils le zappent. Et notamment sur les arbres. Parce que je trouve que la métaphore des ormes, ouais. En fait, il y a une métaphore des arbres qui file pendant tout le film. Il y a des ormes, en fait, qui poussent devant leur maison. Et Cecilia les décrivait beaucoup dans son journal. Qui avait peur pour les arbres, qui avait attrapé une maladie venue d'Europe. Voilà. Et où, en gros, elle parlait beaucoup de ces arbres. Et en fait, ces arbres la représentent. Enfin, on n'est pas non plus sur un truc mind-blowing. Mais en gros, qui nous retourne le cerveau. À la fin du film, il y a des lagueurs qui viennent pour couper l'arbre malade. Du coup, l'arbre que Cecilia regardait. Parce qu'ils disent, si on coupe pas cet arbre-là, et qu'on ne fait rien, tous les autres vont mourir également. Et en fait, on comprend juste que tous ces autres arbres, ce sont les sœurs. Et que, comme rien n'est fait, pour parler de la mort de Cecilia n'est jamais plus abordée pendant le film. Rien n'a été mis en place. Même il y a un moment, elle rentre au lycée et le narrateur dit elles arrivent comme si rien ne s'était passé. C'est la rentrée, tout le monde pense que elles sont 4 au lieu d'être 5 maintenant, quoi. Et aussi, il y avait la barrière. Moi, c'était aussi la barrière, parce que du coup, Cecilia est morte sur la barrière, devant la maison, et il y a une scène où on voit tous les hommes du quartier enlever cette barrière. Avec une grosse bagnole, parce que c'est des gros rics. C'est des gros c'est ça. Ils arrachent la barrière. Et juste, la barrière s'en va, donc du coup, tout va bien. Tout va bien. Juste, c'est jamais traité, donc c'est quelque chose qui les gangrène. Mais ça revient avec la scène de fin, où une fois qu'elles se sont toutes suicidées, on voit juste les parents qui quittent la maison comme si de rien n'était, avec la voix off qui dit les parents n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Les garçons qui disent eux-mêmes, après avoir, quand ils reviennent dans la maison et qui trouvent le tout plastifié... Et qui disent ce truc de We knew the girls were really women in disguise, that they understood love and even death. On savait que les filles étaient vraiment des femmes déguisées, en fait, c'était des femmes au fond, qui comprenaient l'amour et même la mort. Et c'est un peu le mystère éternel de ces filles qui sont effectivement, comme tu disais tout à l'heure, des animaux, mais en même temps des créatures un peu surnaturelles, enfin surnaturelles, des vierges, des figures un peu saintes, mystiques. Et en même temps, on arrive à passer outre le suicide de l'une, ensuite après le suicide collectif, et on voit juste la vie qui continue. Comme si en fait l'obsession qui tournait autour de ces filles-là finalement n'avait pas rythmé la vie de tous les personnages qui les ont côtoyés. Et c'est un peu déstabilisant, et je trouve qu'il y a ce côté où finalement, moi je comprends en tout cas de ces scènes-là, que les gens ne les aiment pas vraiment, en fait. Que c'était des objets de fascination. Et de désir. Et de désir et de fantasme. Mais en fait, on comprend qu'elles n'ont jamais été aimées
qu'elles ont souffert de ça et que D'être objectifiées, objectifiées, mais que même leur mort est vaine. Ah bah oui. Elles ne sont jamais on ne voit jamais quelqu'un pleurer leur mort. Et que ce soit les parents ils Cecilia, pleurent pas. Ça c'est fou, enfin, ça c'est un m'a truc de choqué. ouf, Les tu parents vois. ils pleurent jamais. On n'a même pas une scène religieuse d'enterrement, de commémoration, alors qu'on sait que c'est non, une elles famille. se sont suicidées. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même ce truc de se dire, il y a un moment, personne ne pleure la mort de ces filles-là, alors qu'elles obsèdent la vie des parents qui ont peur qu'elles transgressent, elles obsèdent la vie des voisins qui se réunissent chez le voisin d'en face. On sent l'obsession de Trip quand il n'arrive pas à voir Lux, et pour autant... Oui, la vie continue. On s'en fout. Mais je voulais revenir sur le passage du journal intime de Cecilia et de à quel point les filles sont fantasmées dans l'esprit des garçons. Et il y a une scène qui est très très nette, qui suit ce moment-là. C'est quand elles sont toutes dans les champs de blé. Ah mais oui. Mais cette scène, elle est incroyable. Mais ça... En fait, elles sont... non mais c'est une scène... une scène de fantasme absolu avec une colorimétrie très floue et très saturée, où donc elles se baladent dans les champs, elles ont des couronnes de fleurs sur la tête, elles sont en train de faire un peu des danses hawaïennes-ish. Enfin, voilà, dans ce style-là, avec des hauts de maillot de bain dans les champs, et j'ai trouvé ça absolument remarquable de la manière dont Sofia Coppola montrait en fait le fantasme adolescent, et à quel point en fait ce fantasme continue dans le futur, puisqu'il y a une autre scène comme ça qui est sortie du réel, c'est la scène où ils s'imaginent toutes sortir avec l'une d'entre elles et partir en voyage ensemble. We ordered the same catalogs. And flipping through the pages, we hiked through dusty passes with the girls, stopping every now and then to help them with their backpacks, placing our hands on their warm, moist shoulders, and gazing off at papaya sunsets. We drank tea with them in a water pavilion. We did whatever we wanted. Et donc on voit leurs photos de voyage en Thaïlande, Ils ont fait des collages, en vrai. En fait, c'est ça. Mais oui, carrément, c'est des collages. Ils ont fait, enfin, c'est pas, en fait, parce que... tu veux dire que dans le film, ils ont fait des collages? Ah ouais. Ah non, mais c'est des fous furieux. Ah oui, c'est des collages, c'est pas des vraies scènes. Ah, pour moi, oui, non, mais je sais que c'est pas des vraies scènes, mais pour moi, c'était fantasmé. Ouais. Non, la scène dans le champ est fantasmée, les voyages, c'est des vrais collages qu'ils ont fait avec des photos qu'ils ont récupérées. Ouais. C'est lunaire. C'est des fous. Après, moi, il y a une question que je me suis posée vraiment à la fin du film, c'est pourquoi elle ne fuit pas et pourquoi elle passe par le suicide. Ben, moi, je pense que c'est parce que l'option de fuir passait par les hommes dans leur tête et qu'elles se sont rendues compte, grâce à Trip Fontaine, que c'était de la merde et que du coup, elles sont en mode à quoi bon ? Enfin, qu'en fait... moi, de ce que j'ai compris, c'est que leur vie en elle-même ne fait pas sens, parce qu'on leur a pas appris à en faire sens, et que elles ne peuvent pas exister dans cette maison. Il y a un peu un aspect de elles se désintégreraient en fait. Enfin, c'est que pour moi c'est un peu comme si c'est des fantômes qui étaient liés en fait à cet endroit et qui sont enchaînés en fait à cet endroit et qu'elles s'imaginent pas un extérieur radieux autre que cette vie-là, quoi. Ouais, elles s'imaginent pas d'extérieur. Elles s'imaginent pas. À part ce qui se passe par leur fenêtre, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que la raison pour laquelle elle fuyait pas, c'est aussi... Enfin, ça servait pas le propos de Virgin Suicides, à mon sens, dans le sens où on fait beaucoup de focus sur le fait qu'elle reste vierge, mis à part pour Lux. Et du coup, il y a ce côté un peu limite, encore une fois, biblique, gracieux. En fait, elles sont trop pures pour ce monde. Elles sont délivrées de cette prison qui les asphyxie. Voilà, exactement. Qui les asphyxiait. Et pour moi, ça marque vraiment ce côté de la grâce, tu vois. Genre, elles finissent sur cette espèce d'apothéose tragique, mais en même temps, c'est sublime parce que tout le long du film, elles sont belles. On revient sur un espèce de plan fixe où on a les 4 filles qu'on revoit... juste la chevelure dorée qui rentre à la maison avec Kirsten Dunst, donc du coup Lux, qui se tourne pour faire un regard au-dessus de l'épaule. Enfin, il y a toute une dimension où si elles avaient fui, pour moi, elles auraient perdu cette espèce de grâce, cette espèce de mur. Elles seraient devenues humaines. Oui, c'est ça. Elles auraient été souillées par le monde, en fait. Alors que là, elles seraient rentrées dans le réel. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Mais d'ailleurs, ce qui est assez marquant, c'est... et à quel point, voilà, encore, elle a le sens du détail, la Sofia, c'est qu'elle a donné à chacune des filles, enfin, elle ou d'ailleurs, en fait, l'écrivain...
des noms de martyrs vierges. Oui. Genre, je sais pas, t'avais vu ça aussi? Oui, Bah, ouais. Marie, évidemment, bon, on Oui. connaît. Cécilia, c'est une des martyrs, enfin, Sainte Cécile, c'est une des martyrs vierges aussi les plus connues. Bonaventure pour Bonnie. Enfin, voilà, les 5, Thérèse et la dernière, je sais plus comment elle Et s'appelle. Lux, mais Lux, Ah, ben, pour moi, Lux, c'était c'est- Fiat Lux. En fait, c'est les premiers c'est mots ça. que Dieu prononce. Ah oui, voilà, c'est ça. Du coup, Pour c'est que la enfin, lumière. que la lumière soit, en gros. Ah, Ouais. mais ça expliquerait pourquoi cette Elle est pas saturation et vierge. cette lumière et elle est pas vierge. Ouais. C'est la seule. Ouais. Donc, en fait, leur nom aussi définit qui elles sont. C'est un génie, Sofia Coppola. Oh my Ou, God. ou l'écrivain, peut-être que je pense que c'est l'écrivain. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'aspect d'oppression, vraiment. Déjà aussi, ce crucifix de la mère qui est terrifiant. Non, mais il y a des croix partout. Des croix partout, des Vierges Marie partout. Enfin, non, mais ouais. c'est pas possible. Avec, moi, c'est la première scène de la tentative de suicide de Cécilia où elle a une carte de la Vierge Marie dans la main qu'elle fait tomber avec la tache de sang. Exceptionnel. Vraiment, c'est trop beau. Mais oui, il y a beaucoup c'est ça, d'imagerie religieuse tout au long du film. Et pardon, je t'interromps, mais et qui viennent se confronter à une esthétique beaucoup plus pop culture. En fait, moi, c'est ça que j'ai trop aimé. C'est genre, d'un côté, il y a ces crucifix, etc. Et de l'autre côté, il y a, comme on disait, le maquillage partout. Il y a les magazines de mode. Et il y a aussi ces tampons. Moi, je me suis beaucoup interrogée sur la scène des tampons. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est aussi une manière de les ramener au réel. Et d'ailleurs, face à ce réel qui existe de l'adolescente, en fait, qui devient... une personne menstruée et qui donc peut avoir des enfants en fait, l'homme, l'adolescent en face, se trouve complètement dépourvu parce que ces vierges, ces saintes, ces martyrs ne peuvent pas en fait avoir leurs règles, elles ne peuvent pas se construire dans un monde réel. Et j'ai trouvé ça fascinant. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait la scène, c'est il y a un copain de je sais plus qui vient manger à la maison et en gros il y a un moment il va aux toilettes et il ouvre le placard et il voit vraiment 5 boîtes de tampons. En même temps, c'est genre elles une sont famille, 6 elles sont filles. 6. Ouais. Donc, C'est traumatisant pour un mec de 14 ans, je pense. Déjà pour les mecs de 30 ans, encore aujourd'hui, quand tu leur parles de tes règles, il y en a qui sont en mode je peux pas. Alors je pense à 14 ans, moi je leur donne un peu d'indulgence. Too much. Sur l'iconographie religieuse, ce que je trouve hyper intéressant, c'est comment est-ce qu'elles deviennent elles-mêmes objets aussi de religion. Dans le sens où, vu que, notamment la mère, mais après le père, on n'arrête pas de dire qu'il fait rien, mais justement il fait rien pour empêcher ça, donc il est aussi coupable. Mais moi je suis pas d'accord, enfin pour moi les deux parents ils sont complètement monstrueux hein. Ouais. En fait, si on peut aborder la question des parents, donc le père il est complètement éloigné de ses émotions. Oui. Mais à un point, j'ai jamais vu ça. Mais c'est le scientifique versus la mystique. Exactement. Ouais. Mais c'est-à-dire que genre lui, sa fille est morte. Toutes les filles en fait ne mangent plus, laissent des cadavres de nourriture dans les escaliers, la mère est au fond du trou et le père il est là avec sa petite binge en train de regarder son petit match de baseball. C'est clair. Mais wesh. Et où il y a le prêtre qui arrive et le prêtre dit est-ce que je peux voir la mère, il lui dit she's a bit under the weather, ce qui veut globalement dire elle va pas tip top, tu vois. Et t'es en mode, mais frérot, bien sûr non, que mais oui. il est pas possible. Mais en fait, lui, il est dans une telle incapacité d'exprimer ses émotions, mais parce que donc il arrive pas à pleurer, il est incapable de parler aux autres membres de sa famille, de parler à sa femme, de parler à ses filles, tant et si bien qu'en fait il devient complètement fou. Puisqu'à un moment, donc on voit qu'il est licencié de son job de mathématicien parce que le pélo se met à parler aux plantes. Il a plus d'interaction avec ses plantes qu'avec ses filles, c'est quand même fou hein. Mais oui, mais parce qu'il il est complètement coincé émotionnellement. Ouais. Et où il parle que de maths. Et aussi, il fait beaucoup de références à la Seconde Guerre mondiale. Et ça, je savais pas quoi en faire dans le film. J'étais en mode. Moi, je me suis dit, ils ont essayé de construire un personnage un peu nerd, un peu genre. Mais pas que ça. Nous, avec ma coloc, quand on l'a vu, on était en mode le gars a 0 amis. Parce qu'en fait, il passe son temps à ramener les adolescents pour leur montrer ses avions de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le gars est vraiment un toqué, mais tu te dis, il a des passions complètement obsessionnelles. Il ne les montre jamais à personne parce qu'il n'a pas d'amis. Et donc, en fait, c'est une famille qui est complètement coupée du lien social. Bah, au début, il y a le narrateur qui dit on comprend pas comment est-ce que un couple pareil a fait de si jolis enfants, quoi. Enfin, oui. Mais même au-delà du physique, juste ils sont complètement tarés. Donc, du coup, mais surtout, moi, je trouve que le père, il est moins pire que la mère. Et en même temps, pas tant, en fait. Moi, je trouve pas, ouais. En fait,
C'est juste que dans la figure de répression, la mère, elle a toujours le rôle actif. Elle a toujours la dominance. C'est-à-dire que quand elle est là avec le date, Trip, Lux, c'est elle qui est au milieu. Ensuite, il y avait aussi cette scène où le lendemain où Lux n'a pas respecté le couvre-feu, on a la mère qui restreint toutes les filles à la maison, ok ? Et après, elle lui demande de brûler tous ses vinyles. Putain, d'ailleurs, elle a des super goûts. Elle a des super goûts. That Sunday, arriving home from a spirited church sermon, Mrs. Lisbon commanded Lux to destroy her rock records. Now. Mom. This is final, Luxie. That's not fair. I said now. Please don't make me do this. Burn it. Oh, Mom, Aerosmith. Come on, please don't make me burn this. Please. Et donc là, on a une fumée qui se dégage du... normal, parce qu'elle brûle du plastique. Non mais oui, c'est horrible. La mère qui s'étouffe à côté de Lux, qui est en train de brûler son vinyle de Kiss. Les filles là-haut qu'on entend dire what's this smell, genre c'est quoi cette odeur, on comprend que toute la maison est embaumée. Et là, la mère qui sort en disant ok, bon, bah laisse tomber, la suite on le fera la prochaine fois, je vais jeter à la poubelle. Et ça représentait pour moi une métaphore de l'enfer en fait. L'asphyxie de l'atmosphère globale de la mère vis-à-vis de ses filles, qui est vraiment l'étouffement. On est en enfer pendant une scène assez longue. Et pour moi, la mère, elle reflète vraiment ce truc-là. Et moi, je me suis déjà plusieurs fois posé la question en regardant le film de la mère est-elle jalouse de ses filles ? En tout cas, elle est tellement abusive. Mais oui, mais pour moi, c'est une espèce elle a le rôle de mais la mère. je suis pas sûre qu'elle soit jalouse. Pour moi, c'est plus... En fait, ce que je me suis dit, c'est pas de bol pour eux qu'ils aient fait des filles. En fait, c'est ce que je me suis dit tout au long du film. C'était vraiment... en fait, ils sont dans une espèce de surprotection parce qu'ils sont complètement dépassés et en même temps, ils sont hyper catholiques. Et donc, ce qu'ils veulent absolument, c'est que leur fille soit vierge pour le mariage, qu'elle ne subisse pas les péchés du monde. Donc, évidemment, elles ne peuvent pas être des objets désirants alors qu'elles sont constamment hyper sexualisées pendant le film. Et en fait, je me suis dit tout au long du film, putain, mais s'ils avaient eu des garçons... ça aurait été ok. Ça aurait été ok. Ils se seraient jamais suicidés. C'est parce que c'est des filles qu'elles subissent cette situation d'étouffement et d'enfermement. Et ça, pour moi, c'est les deux qui en sont responsables, mais c'est vraiment la mère qui a la responsabilité du foyer. En fait, comme dans les endroits tradis, conservatrices, la mère a la responsabilité du foyer. Et comme tu le disais aussi, le père a la responsabilité de l'autorité, puisque elle impulse, et lui, juste, il a besoin de dire, et après, c'est fait. Oui, c'est ça. Complètement. Mais même, moi, je suis hyper d'accord avec toi, et même, j'irais un peu plus loin. La question qui se pose, c'est, on a tous connu, dans la réalité des faits, des familles plutôt traditionnelles, conservatrices. Moi-même, je viens d'une famille plutôt conservatrice, tu vois. Mais il y a quand même un truc qui tourne pas rond, c'est que ces filles-là, elles ont à la fois accès à des magazines de mode où elles jouent avec du maquillage alors qu'on est conservateur. On les laisse aller sur la pelouse en bikini alors qu'il y a le mec qui... le jardinier. Ouais. Lux, elle met des crop tops. On les laisse avoir des disques de rock. Et en même temps, je veux dire, il y a une dichotomie de ouf. Tu peux être conservateur et moralisateur et très tradit. Et en même temps, comment ils veulent que ces filles-là, elles épousent quelqu'un à l'avenir, si les meufs, elles ont même pas le droit de fréquenter le monde extérieur. Moi, c'est ça que j'ai pas compris. La déscolarisation, pour moi, c'était une forme de... C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est là où je pense qu'elle est jalouse, parce qu'en fait, je pense qu'elle a conscience de ces filles et de le désir qu'elles peuvent procurer parce qu'elles sont très belles, et en fait elle leur en veut d'une manière ou d'une autre qui n'est jamais communiquée. Moi je l'ai ressenti comme ça. Moi je trouve que c'est au contraire, c'est qu'elles sont tellement déshumanisées par ses parents qui, c'est ça, ne pleurent pas, ne réfléchissent pas à leur comportement, ne se remettent jamais en question vis-à-vis d'elles, leur donnent des ordres et c'est tout globalement, que en fait pour eux c'est juste appliquer les règles. Ouais. Et que si ces règles ne sont pas cohérentes avec la réalité, c'est pas grave parce que ce ne sont pas des êtres humains. Oui, je suis d'accord. Donc en fait, à partir... c'est pire que tout, ouais. En fait, à partir de là, elles n'ont pas besoin d'avenir parce qu'elles n'existent pas. Donc en fait, si tu veux, c'est juste respecter la convenance sociale, à savoir pas dépasser les bornes, pas fréquenter des garçons,
que tout le monde les voit comme des petites filles belles, Oui, mais machin, voilà, en fait, pour moi, c'est ça aussi. C'est surtout la question de l'incapacité à les concevoir comme adultes. Oui. C'est pas pour moi, c'est pas l'incapacité à les voir comme des êtres humains, mais c'est vraiment l'incapacité à les voir grandir au-delà du stade enfantin et donc innocent. Oui. Donc c'est vraiment ce qu'on disait, se rapprocher des choses du monde, rentrer dans le réel et dans la liberté. Et pour moi, c'est ça qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais parce que vraiment, je pense qu'il y a une question de peur pour leur fille et de surprotection vis-à-vis du monde extérieur. Franchement, je sais pas, même quand tu viens d'un milieu conservateur où tes parents te protègent du monde au point où ça t'asphyxie, là, il y a un degré d'abus qui relève de... Ils sont fous. Enfin, mais elle se suicide. C'est la Et caricature. pour moi, ses parents leurs parents ne les aiment pas. Non, c'est pas de la protection pour la préservation, c'est de la protection peut-être pour l'image d'eux qui vont avoir en mais société. pour l'image. Ah, on est d'accord, ok, c'est je ce pensais que que je tu disais, disais, pardon. Non, mais je pensais qu'on disait que c'était aussi une manière de les protéger du monde extérieur. Non, c'est de se protéger en tant que parents de la mauvaise réputation, quoi. Tout à fait. Du coup, c'est pour ça que je trouve que l'objectification de ces filles est hyper omniprésente dans ce film, parce qu'elles n'ont pas d'espace d'expression qu'on leur laisse, en fait, pour être autre chose que des objets, soit de désir, soit de conformité sociale, soit des objets tout court aussi, on peut le dire. Oui, je suis d'accord. Et en fait, c'est aussi tout ce truc, encore une fois, de l'ambivalence entre l'enfance et l'adolescence, et à quel point très vite le regard masculin va sexualiser ces jeunes filles qui, on le rappelle, ont entre 13 et 17 ans. Et notamment, on voit Lux, donc, qui est la dévergondée, entre énormes guillemets, de la famille, en train de sucer une sucette devant sa maison. Et donc, la scène est hyper sexualisante. Pour elle, alors qu'en fait, c'est aussi un geste qui est très enfantin. Est-ce qu'on parlerait pas quand même de leur sororité, du coup, enfin de leur groupe en tant que filles? Moi, je les ai trop kiffées. Oui, Enfin, effectivement, il y a ce truc où elles n'avancent que groupées, donc elles sont quand même... On leur permet que ça aussi. On leur permet que ça. Elles sont tout le temps ensemble, mais je veux dire, même dans chez elles, on ne voit qu'une seule pièce où elles sont tout le temps ensemble. En fait, on sait même pas si elles ont chacune leur chambre. Mais c'est ce que je me suis demandé. Bah si, parce que alors Cécilia a sa chambre, parce qu'il y a un moment où le père rentre dedans et elle est vide. Donc si la plus jeune en a une, a priori les autres en ont une. Et puis la baraque est grande. Oui. Mais je pense que c'est la fameuse chambre lilas avec le lit à baldaquin. Mais je sais pas, c'est la chambre de qui ça? Mais je pense que c'est pas important, c'est leur lieu quoi. Mais c'est vrai qu'elles sont tout le temps ensemble. Elles sont tout le temps ensemble, tu sens qu'elles sont en même temps, c'est un peu leur safe place, c'est les unes les autres. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que elles se suicident en collectif, elles se suicident pas les unes après les autres, mais vraiment elles ensemble. s'imaginent pas vivre les unes sans les autres. Exactement, et surtout il y a un côté très mimi, mais quand elles sont déscolarisées, on les voit dans cette chambre violette là, il y en a une qui lit un magazine, il y a la plus grande qui fait un peu un make-up à la plus petite, on sent qu'elles sont trop mimi quand elles descendent la scène où elles descendent les escaliers pour se préparer pour aller au bal de promo, elles ont toutes les mêmes robes avec des détails différents qui, ce qu'on disait tout à l'heure, marquent un peu des traits différents de leur personnalité. Avec leur mère qui a rallongé les jupes et les bustiers vraiment en mode 19e siècle. Oh là là. Mais ouais, elles sont mignonnes, elles sont touchantes, elles font tout ensemble, tu sens qu'elles apprennent la vie via les expériences les unes des autres. C'est aussi pour ça que moi je pensais, et je le pense toujours, que Lux c'est elle qui a donné l'impulsion du suicide et qu'elles se sont suivies. Elles font tout ensemble. Et Lux, c'est celle qui a le plus vécu. Donc si Lux en arrive... moi, je pense pas. Moi non plus, parce que... Pardon, mais je trouve que c'est celle qui a le plus le goût de la vie. Et aussi, on n'oublie pas c'est le point de vue des mecs. Genre, en gros, c'est celle... En fait, le truc, c'est que Lux, c'est celle sur laquelle on s'attarde le plus parce que c'est les mecs qui s'attardent le plus sur elle. En fait, leur dynamique entre elles, on n'en connaît rien. Genre, on les entend jamais parler ensemble. On les voit genre interagir dans cette chambre justement, faire des activités sympas, mais elles ont pas de dialogue ensemble. Il y a même d'ailleurs une scène de voiture quand ils les emmènent au bal de promo. Oh my gosh, look you guys, your car's there late again. I'm sure Mr. Leo's having an affair with the maid. I saw him follow her into the laundry room. Ew, he's so fat, that red nose. Totally an alcoholic. Yeah, and what about the Hessians? You know they're Nazis. They're Nazi sympathizers, Bonnie. They had a fit when the Schwartzmans tried to join the tennis club. Nice aluminum siding. Do they really think that looks okay? You know Mr. Krieger's ordered that from TV late at night. Et c'est un peu la seule scène
où on les voit parler en collectif un peu comme ça et donner leur avis. Ouais. Et où même moi je sens j'ai un petit mouvement de recul en mode mais attends, comment elles parlent et tout, d'où ça les intéresse ces sujets-là. Et puis en fait elles font que cracher sur les voisins qui vivent autour d'elles. Ouais. Et en fait ce qui est ouf c'est que le fait qu'elles parlent de ça aussi montre à quel point leur monde est réduit. Petit. C'est terrible. Et où du coup c'est la seule scène où ça les humanise aussi beaucoup d'un coup, je trouve. Ouais. Mais à part ça, on ne sait pas ce qu'elle pense et on ne sait pas, parce que si ça se trouve, ça peut être très bien Thérèse ou Marie qui est plus leaduse que Lux dans le groupe, et juste à l'extérieur c'est ça qui est renvoyé, mais parce qu'encore une fois, pour moi c'est vraiment... S'il faut retenir une chose de ce film, c'est ça, c'est que c'est les mecs, c'est la vision des mecs, quoi. Oui. Il ne faut pas qu'on se fasse tromper par ça. Du coup, on va peut-être faire court et rapide pour les recommandations. Oui. Moi, je voulais vous recommander Joan Baez, qui est une femme qui faisait de la folk, qui fait en fait de la folk depuis les années 60 surtout, qui a été la compagne de Bob Dylan. Mais ça, on s'en fout. C'est un vieux crouton. Mais ça, on s'en fout. Ce qui est surtout important, au-delà du fait que ça a été une artiste majeure, c'est surtout que c'est une artiste très engagée et qui a fait des titres très engagés, notamment Here's to You, qui est tellement bien. Meuf, mais tu sais, alors... Qui est sur Sacco et Vanzetti, qui étaient, je crois, des communistes qui ont italiens qui ont été exécutés aux États-Unis, alors qu'ils étaient innocents d'un braquage de banque, mais en fait, ils ont été tués clairement parce qu'ils étaient communistes. Et elle a été amie de Martin Luther King, juste ça. Mais elle a parlé pendant les voilà. marches, les droits civiques. C'était une des seules blanches qui prenait la parole. Mais elle était aussi pote avec Malcolm X, je crois. Elle a été engagée contre la guerre du Vietnam, évidemment, l'injustice sociale. Elle a été emprisonnée. Vraiment, c'est une meuf trop stylée. Moi, il y a un de ses titres que j'adore qui est The Night They Drove Old Dixie Down. J'adore ce titre aussi. On est en fanzous avec Lou. Et Farewell Angelina. En vrai, je vous en conseille 1 milliard. Si je peux en conseiller une dernière, c'est une version de House of the Rising Sun. Et la première fois que je l'ai écoutée, mon cœur s'est arrêté de battre. Moi, je voulais vous parler de Petra Collins, qui est une photographe réalisatrice canadienne. J'associe son style à celui de Sofia Coppola. Je trouve qu'elle a une patte qui explore la féminité contemporaine, l'identité et l'autodécouverte. Elle utilise une esthétique très pastel, très onirique, très soft focus. Elle a un female gaze assez fou. Elle offre une perspective, je trouve, hyper authentique sur la jeunesse et la féminité, tout en gardant ce côté très... créature supernaturelle des femmes, mais en même temps, elle a un style très fort puisqu'elle ne retouche pas ses photos. On retrouve beaucoup de clips de pop culture qu'elle a réalisés. Je pense à Fétiche de Selena Gomez. Elle a beaucoup la patte d'Olivia Rodrigo aussi. Elle fait beaucoup de shooting photos pour des grandes marques avec encore une fois toujours un peu un côté un peu dark, un peu torturé, un peu surréaliste, que je trouve très cool. Et elle est très engagée sur les combats de diversité, d'inclusivité et de santé mentale en ligne, et ça c'est quand même toujours très chouette. Donc voilà. Alors moi, ma reco d'aujourd'hui, c'est un album qui s'appelle Glitter, d'un groupe qui s'appelle Pasteboard, que personne n'a jamais entendu parler. Mais ils sont super. En fait, en gros, c'est un groupe... Putain, mais toi, t'es vraiment niche, hein. T'es vraiment niche. Oui, mais en fait, c'est un groupe d'un style qui s'appelle le shoegaze, donc qui est un style de rock des années 90 que Sofia Coppola utilise notamment dans la BO de Lost in Translation. Parce que c'est pas trop air, c'est pas trop du shoegaze, mais c'est très doux aussi, avec des guitares saturées. Et en fait, ça s'appelle comme ça parce que les artistes étaient des gens très timides qui regardaient leurs chaussures pendant qu'ils jouaient sur scène. Donc du coup, shoegazing, voilà. C'est trop mignon. Voilà, donc c'est que des gens très timides. Et donc là, c'est un groupe japonais qui a fait un album en 2006, et c'est tout. Et comment t'as trouvé ça? J'adore. Mais je sais pas, en fait c'était sur une vidéo et tout, et j'ai entendu, j'étais en mode mais c'est exceptionnel ce son, et après tu cherches, et tu vois qu'ils ont fait qu'un album. J'ai grave envie d'écouter maintenant. Ah, trop cool. Et du coup, le son le plus connu, donc je sais pas comment on a écouté ce son. 12 000 vues. Il s'appelle Breakbeats, et c'est le premier son de l'album Glitter de Pasteboard, et je ne peux que vous recommander d'écouter tout l'album.
bravo d'avoir tenu jusqu'ici. On est en craquage, nous aussi. On vous retrouve le mois prochain pour le 2e épisode consacré aux sororis. Et donc, on vous retrouve le mois prochain pour le film Mustang, qui est un film germano-franco-turc-qatarien, réalisé par, du coup, la réalisatrice turque Deniz Gamze Erguven. Je sais pas si je prononce bien, mais voilà, on est trop contente. Au mois prochain, et bisous. Bisous.